Je suis ta sœur. Tu le répètes comme si je te devais toute ma vie. Et parfois, une seule phrase suffit pour trahir tout un passé. Tôt le lendemain matin, Nicolas Caron sortit de sa grande propriété et s'arrêta net. Nicolas Caron était l'un des hommes d'affaires les plus respectés de Bordeaux. Veuf discret et discipliné, il était aussi connu pour sa fortune que pour les murs qu'il avait dressés autour de son cœur. À 38 ans, il vivait dans une vaste demeure avec ses filles jumelles de 10 ans, Léa et Chloé, et très peu de gens avaient déjà vu le désordre atteindre son univers. Mais ce matin-là, le désordre était allongé juste devant son portail. Une femme. Elle était recroquevillée près de la grande entrée en fer noir, comme si la nuit l'avait déposée là avant de l'oublier. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures couvertes de poussière, et son visage portait cette fatigue qui raconte une longue histoire sans dire un mot. Nicolas fronça les sourcils et fit 2 pas en avant. Pendant une seconde, il pensa qu'elle était peut-être souffrante. Puis il vit le mouvement régulier de sa poitrine. Elle dormait seulement, ou peut-être s'était-elle effondrée d'épuisement. Il jeta un regard vers la guérite de sécurité, déjà prêt à demander comment on avait pu laisser faire cela, quand 2 petites voix s'élevèrent derrière lui. « Papa !» Il se retourna et vit Léa et Chloé sur les marches de l'entrée, vêtues de pyjama rose assorti. Léa, la plus calme des deux, serrait sa robe de chambre contre elle en regardant vers le portail de ses yeux bruns curieux. Chloé, plus vive et plus joueuse, se penchait en avant, le visage ouvertement inquiet. Les 2 fillettes l'avaient suivie dehors avant que la nounou puisse les arrêter. Nicolas leva un sourcil. « Pourquoi êtes-vous dehors si tôt toutes les 2 ?» Chloé ignora la question et pointa la femme du doigt. « C'est qui ?»« Je ne sais pas, » dit Nicolas. « Rentrez à l'intérieur. » Mais les jumelles ne bougèrent pas. Léa observa la femme avec attention, puis leva les yeux vers lui. « Est-ce qu'elle va bien ? Je vais le découvrir. » Nicolas s'approcha de nouveau, mais au moment où il se pencha légèrement, Chloé descendit précipitamment 2 marches et lança « Papa, ne la réveille pas », il s'arrêta. La voix de Chloé s'adoucit. Elle a l'air vraiment très fatiguée. Léa hocha la tête. Peut-être qu'elle n'avait nulle part où aller. Pendant un instant, Nicolas ne dit rien. Les enfants avaient une manière de voir les gens avant le statut, avant l'apparence, avant le jugement. Et là, dans la lumière du petit matin, ses filles regardaient une inconnue avec cette miséricorde que la plupart des adultes avaient oubliée. Il se redressa et appela vers la maison. « Françoise !» Quelques secondes plus tard, Madame Françoise Morel apparut à la porte. C'était la gouvernante de longue date de la famille Caron, une femme chaleureuse mais ferme, dans la fin de la cinquantaine, qui avait aidé à élever les jumelles avec des mains sûres et une sagesse affûtée. « Oui, monsieur Caron. » Demandez à 2 employés de la faire entrer. Préparez la chambre d'amis. Assurez-vous qu'elle soit lavée, nourrie et examinée par un médecin. Françoise cligna une fois des yeux, surprise, puis hocha la tête. Tout de suite. Tandis que le personnel s'approchait avec précaution de la femme endormie, Nicolas la regarda encore une fois. Il y avait quelque chose dans son visage. Même sous l'épuisement, on y voyait une douceur étrange, quelque chose qu'il ne s'expliquait pas, et pour une raison qui lui déplaisait, cela l'obligea à regarder une seconde fois. Chloé sourit. « Merci, papa. » Nicolas se détourna avant que les filles ne puissent étudier son expression. À l'intérieur, toutes les 2. Cette fois, elles obéirent. Quelques minutes plus tard, la femme fut portée dans la demeure, encore à moitié consciente, encore sans savoir où elle se trouvait, et installée à l'étage dans une chambre d'amis plus grande que tout ce qu'elle avait probablement connu depuis des années. Elle finit par ouvrir les yeux. Elle se redressa brusquement, fixant le haut plafond, les meubles cirés, les rideaux crème qui bougeaient dans la brise. La peur se crispa sur son visage. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait, et elle ignorait que la maison dans laquelle elle était entrée par hasard allait changer sa vie pour toujours. Le lendemain matin, la femme se réveilla au léger cliquetis d'un plateau posé près de son lit. Elle se redressa d'un coup, les yeux grands ouverts, la respiration rapide et irrégulière. Pendant un instant, elle ne sut pas où elle était. La pièce était grande, calme et belle d'une manière presque irréelle.
La lumière du soleil traversait de hauts rideaux crème. Le lit sous elle était assez moelleux pour lui donner mauvaise conscience. Même l'air sentait la propreté. Puis la porte s'ouvrit davantage, et la femme qui portait le plateau la regarda calmement. C'était Madame Françoise Morel, la gouvernante de longue date de la famille Caron. C'était le genre de femme qui parlait avec douceur mais se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui avait assez vu dans la vie pour reconnaître la douleur lorsqu'elle entrait dans une pièce. « Vous êtes réveillée, dit Françoise. C'est bien. Vous nous avez fait un peu peur. » La femme déglutit difficilement. « Où suis-je ? » Chez les Caron, répondit Françoise. Monsieur Nicolas Caron vous a trouvé endormi devant le portail hier matin et vous a fait entrer. La femme cligna des yeux, essayant de rassembler ses pensées. Puis la honte passa sur son visage si vite qu'elle en eut presque le vertige. Je suis désolée, dit-elle en resserrant la couverture autour d'elle. Je ne voulais causer aucun problème. Je devrais partir. Françoise secoua la tête. Vous ne ferez rien de tel. Pas avant de pouvoir vous tenir debout sans donner l'impression qu'un coup de vent pourrait vous emporter. La femme baissa les yeux. Je m'appelle Camille. Camille Brossard. C'était la première fois que quelqu'un dans cette maison entendait son nom. Camille Brossard avait 32 ans, avec des yeux fatigués qui conservaient encore des traces de force tranquille. Même si les épreuves avaient usé son corps, quelque chose en elle demeurait stable, quelque chose de doux qui n'avait pas complètement cédé. Françoise hocha légèrement la tête. Eh bien, mademoiselle Camille Brossard, vous êtes en sécurité ici pour le moment. Mangez d'abord, vous vous inquiéterez après. Camille baissa les yeux vers le plateau. Du thé, des tartines, des œufs brouillés, de la vraie nourriture. Pendant une seconde, sa gorge se serra. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où quelqu'un lui avait préparé un repas sans rien attendre en retour. Avant qu'elle puisse parler, une autre voix s'éleva depuis le couloir. On peut entrer maintenant ? Les jumelles apparurent une seconde plus tard, passant la tête autour de la porte avec la même curiosité. Léa entra la première, plus lentement et avec plus de prudence. Chloé suivit de près, déjà en train de sourire. « Ce sont les filles de Monsieur Caron, » dit Françoise. Léa et Chloé. Camille les regarda vraiment pour la première fois, et quelque chose d'étrange traversa sa poitrine. Elle ne put pas le nommer. Ce n'était pas vraiment de la douleur, ni de la joie non plus, juste un élan, discret, profond et troublant. Chloé pencha la tête. « Vous vous sentez mieux ? » « Un peu, » dit doucement Camille. Léa s'approcha davantage du lit. « J'ai dit à papa que vous aviez l'air fatigué, et je lui ai dit de ne pas vous réveiller, » ajouta Chloé avec fierté, comme s'il s'agissait d'un exploit majeur. À la surprise de Camille, un faible sourire effleura son visage. « Alors je suppose que je devrais vous remercier toutes les deux. » Les filles rayonnèrent. Peu après, Nicolas entra dans la pièce. Il avait l'air aussi composé que la veille au matin, vêtu d'une chemise sombre impeccable et d'un pantalon parfaitement coupé. Tout en lui évoquait l'homme maîtrisé que Camille s'attendait à trouver propriétaire d'un endroit pareil. « Voici Nicolas Caron, » dit Françoise, même si Camille l'avait déjà deviné. Camille se redressa aussitôt. « Merci, monsieur, de m'avoir aidé. » Nicolas lui adressa un bref signe de tête. « Vous aviez besoin d'aide, c'est tout. » Son ton était poli, mais distant. Pas froid exactement, simplement prudent, comme celui d'un homme qui avait appris depuis longtemps à ne pas laisser trop de choses atteindre son cœur. Camille jeta un regard vers le bord du lit. « Je vous en suis reconnaissante, mais je ne veux pas être un poids. Je peux partir aujourd'hui. »« Non, » dit Chloé rapidement. Léa hocha la tête. « Vous devriez rester jusqu'à ce que vous soyez plus forte. » Nicolas regarda ses filles, puis Camille. « Vous pouvez rester encore quelques jours, dit-il. Jusqu'à ce que vous soyez complètement remise. » Camille ouvrit la bouche pour protester, mais les visages pleins d'espoir des jumelles l'en empêchèrent. « Merci, » dit-elle à voix basse. Alors que Nicolas se tournait pour partir, Chloé murmura à Léa, pas assez bas pour qu'on ne l'entende pas. « Je l'aime bien. » Léa murmura en retour. « Moi aussi. »
Camille baissa les yeux pour cacher l'émotion qui montait sur son visage. Elle venait à peine d'entrer dans la demeure des Caron. Mais déjà, quelque chose commençait à bouger dans cette maison. Au 3e jour du séjour de Camille, la demeure des Caron ne ressemblait plus à un rêve. C'était plus étrange que cela, parce que la maison était magnifique. Oui. Chaque couloir brillait. Chaque fenêtre reluisait, chaque meuble semblait avoir été choisi par des gens qui n'avaient jamais eu besoin de compter le prix de quoi que ce soit. Mais sous toute cette beauté, Camille commença à remarquer autre chose. L'endroit était trop silencieux. Pas le silence paisible, pas celui qui vient du repos. C'était le genre de silence qui habite les pièces où les gens ont appris à tout retenir. Ils s'asseyaient à la table du petit déjeuner. Ils suivaient les pas dans le couloir. Ils demeuraient même après les rires, comme si la joie n'avait le droit de passer que brièvement, jamais de rester. Ce matin-là, Camille était assise au bord du lit de la chambre d'amis, pliant le peignoir qu'on lui avait prêté et que Madame Françoise lui avait donné, lorsqu'on frappa doucement à la porte. Avant qu'elle puisse répondre, Chloé passa la tête. « Vous êtes réveillée ? » « Réveillée ?» demanda-t-elle. « Ou juste réveillée comme les grands ?» Camille cligna des yeux, puis sourit malgré elle. « Je crois que je suis réveillée. » « Réveillée. » Chloé sourit de toutes ses dents et ouvrit davantage la porte. Léa se tenait derrière elle, un cahier serré contre sa poitrine. « On est venu vous chercher, » dit Léa. « C'est l'heure du petit déjeuner. » Le sourire de Camille laissa place à l'incertitude. « Oh, je ne devrais pas. »« Si, » dit Chloé rapidement. « Parce que si vous ne venez pas, papa va juste boire du café et lire des trucs sur sa tablette, et Léa va rester silencieuse, et je n'aurai personne d'amusant à regarder. » Camille laissa échapper un petit rire avant même de pouvoir se retenir. Quelques minutes plus tard, elle suivit les filles au rez-de-chaussée. La salle à manger était grande et élégante, avec une longue table cirée qui aurait pu asseoir 12 personnes sans difficulté. Nicolas était assis à une extrémité, dans un costume anthracite, en train de lire quelque chose sur une tablette à côté de son café. Il releva les yeux quand Camille entra, le visage illisible mais pas hostile. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, » répondit Camille avec précaution. Madame Françoise, debout près du buffet, lui adressa un regard rassurant. « Allez, asseyez-vous. » Camille hésita jusqu'à ce que Léa lui prenne la main et la conduise à une chaise plus proche des filles que de Nicolas. C'était un geste si petit, mais il réchauffa en elle un endroit qu'elle avait oublié existait encore. Le petit déjeuner commença dans le calme, un calme trop grand. Les jumelles mangeaient avec de bonnes manières, mais Camille remarqua à quel point elles jetaient souvent un regard vers leur père avant de parler, comme si le rythme de toute la pièce dépendait de son humeur. Nicolas, de son côté, était attentif. Il veilla à ce que Chloé boive son jus. Il rappela à Léa de ne pas laisser ses œufs de côté. Il demanda des nouvelles des horaires d'école et des cours de piano. Il était présent, mais encore distant, comme un homme qui aimait profondément, mais avec précaution. Au milieu du petit déjeuner, Chloé fit glisser sa feuille de mathématiques sur la table jusqu'à Camille. « Je suis bloquée à la question 6, dit-elle. Elle a l'air mal élevée. » Camille baissa les yeux. « Un problème de maths a l'air mal élevé ?» Chloé acquiesça très sérieusement. « Il y a trop de chiffres et aucune politesse. » Même la bouche de Nicolas frémit. Camille se pencha sur la feuille et expliqua le problème lentement. Chloé écouta avec une concentration exagérée pendant que Léa se rapprochait, prétendant ne pas être intéressée, tout en suivant clairement chaque mot. Quand Camille eut terminé, Chloé poussa une exclamation. « Là, ça a tellement plus de sens. » Léa regarda Camille avec une admiration discrète. « Vous expliquez vraiment bien. » Quelque chose s'adoucit en Camille. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle passait devant la chambre des jumelles en revenant de la cuisine, elle entendit leur voix à travers la porte entr'ouverte. « Mon Dieu, » murmura Léa. « Merci pour aujourd'hui. Et s'il te plaît, » ajouta Chloé, « envoie-nous quelqu'un qui nous aimera vraiment comme une vraie maman. » Camille s'arrêta sur place, sa main se crispa contre le mur. Pendant un long moment, elle ne put plus bouger. Puis, silencieusement, pour que personne ne l'entende, Camille se détourna et redescendit le couloir,
les larmes lui montant aux yeux. Parce que dans cette maison riche et impeccablement tenue, deux petites filles continuaient de prier pour quelque chose que l'argent n'avait jamais pu leur donner. L'après-midi suivant, les jumelles partirent à l'école, et pour la première fois depuis l'arrivée de Camille dans la demeure des Caron, la maison fut assez immobile pour que les questions remontent. Elle trouva Madame Françoise dans la cuisine, occupée à arranger des fleurs fraîches dans un vase en verre. Même là, la femme plus âgée se déplaçait avec intention, comme quelqu'un qui avait appris depuis longtemps à maintenir une maison debout, même quand les cœurs à l'intérieur étaient en train de se fissurer. Camille resta un moment près de l'embrasure avant de parler. « Madame Françoise, dit-elle doucement, puis-je vous demander quelque chose ?» Françoise leva les yeux et lui adressa un sourire entendu. « J'avais le sentiment que vous le feriez. » Camille s'avança davantage. « Monsieur Caron, il aime énormément ses filles. »« Il les aime, dit aussitôt Françoise. »« Mais il semble aussi, » Camille chercha le mot juste. « Lointain. » Les mains de Françoise ralentirent sur les fleurs. Pendant une seconde, son visage changea, non pas de surprise, mais sous le poids d'une vieille histoire. C'est parce qu'une partie de lui vit encore quelque part d'où il ne peut pas revenir. Camille fronça légèrement les sourcils. Françoise s'essuya les mains sur un torchon et lui fit signe de s'asseoir. Vous devriez comprendre le genre de maison dans laquelle vous êtes entré. Camille prit place à la petite table de la cuisine. Nicolas Caron n'a pas toujours été comme ça, commença Françoise. Autrefois, cette maison avait plus de lumière en elle, plus de rire. Il devait cela à sa femme. Camille écoutait en silence. Elle s'appelait Isabelle Caron, poursuivit Françoise. Elle était belle, chaleureuse et pleine de vie. Pas seulement jolie à regarder, mais le genre de femme qui donnait aux autres le sentiment d'exister pleinement. Elle et Nicolas s'aimaient profondément. On pouvait l'entendre simplement à la manière dont il prononçait son prénom. Camille baissa les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Françoise expira lentement. Ils se sont mariés. Un grand mariage. Une très belle journée. Tout le monde disait qu'ils semblaient bénis, mais sur la route de leur voyage de noces. Elle marqua une pause. Il y a eu un accident. Isabelle n'a pas survécu. La main de Camille se crispa sur ses genoux. Pendant longtemps après cela, Nicolas parlait à peine, sauf quand c'était nécessaire. Il gérait les affaires. Il s'occupait de ce qu'il fallait faire. Mais émotionnellement, Françoise secoua la tête. Cet homme s'est enterré avec sa femme et n'a laissé de lui à la surface que juste assez pour continuer à respirer. Camille sentit une douleur sourde se poser dans sa poitrine. « Et les filles ?» demanda-t-elle. Françoise hocha la tête. Il les aime férocement. Il leur donnerait la lune s'il le pouvait, mais le chagrin change les gens. Parfois, il rend l'amour plus silencieux qu'il n'aurait dû l'être. Avant que Camille puisse répondre, le bruit de talons fermes résonna dans le couloir. Une femme entra dans la cuisine sans frapper. Elle était élégante, posée, et se tenait avec l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. Ses cheveux marqués de mèches argentées étaient coiffés avec soin, et ses yeux vifs balayèrent la pièce comme s'il s'attendait à ce que tout soit parfaitement en ordre. « Voici Monique Caron, » dit Françoise. « La mère de Monsieur Caron. » Le regard de Monique se posa aussitôt sur Camille. « Donc, c'est vous, la femme du portail. » Camille se leva rapidement. « Bonjour, madame. » Monique fit un léger signe de tête, mais son expression ne s'adoucit pas. « J'ai entendu dire que vous alliez mieux. »« Oui, madame. »« C'est bien, » répondit Monique. « Il est important de se remettre. Il est tout aussi important de savoir quand on a trop prolongé une gentillesse. » Le visage de Françoise se crispa, mais elle ne dit rien. Camille déglutit. « Je comprends. » Les yeux de Monique restèrent une seconde de plus sur elle. Puis elle se détourna et s'en alla aussi soudainement qu'elle était arrivée. Le silence remplit la cuisine après son départ. Françoise marmonna entre ses dents. Cette femme serait capable de geler une fenêtre en plein mois de juillet. Camille faillit sourire, mais ses pensées étaient ailleurs. Ce soir-là, alors que le ciel s'assombrissait dehors,
Nicolas entra seul dans une pièce que Camille n'avait pas encore remarquée. Ses portes étaient restées fermées depuis son arrivée. Intriguée, elle passa silencieusement devant et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Sur le mur du fond était suspendu un grand portrait d'une femme souriante vêtue de blanc. Isabelle. À votre place, après un tel sacrifice et une telle trahison, est-ce qu'on peut encore rouvrir la porte à quelqu'un qu'on a aimé comme un enfant? Nicolas se tenait devant le portrait sans bouger, les mains dans les poches, le visage illisible et accablé d'une fatigue insoutenable. À cet instant, Camille comprit quelque chose d'important. Ce n'était pas seulement la maison d'un homme riche. C'était une maison où le chagrin avait sa propre pièce. Et d'une certaine manière, sans l'avoir voulu, elle avait déjà commencé à ramener du son dans son silence. Cette nuit-là, après avoir vu Nicolas debout devant le portrait d'Isabelle, Camille retourna dans sa chambre avec une lourdeur qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Elle s'allongea, mais le sommeil ne vint pas doucement. Il arriva comme une porte brusquement ouverte. Dans son rêve, tout était blanc. Des murs blancs, des draps blancs, des lumières blanches si vives qu'elles lui faisaient mal aux yeux. Quelque part tout près, des bébés pleuraient. De tout petits pleurs fragiles qui semblaient lui atteindre directement la poitrine. Dans son rêve, Camille se tourna, désespérée, confuse, traversée par une douleur trop profonde pour les mots. Elle essaya d'aller vers le son, mais des mains invisibles semblaient la retenir. Puis elle les vit. Deux tout petits bébés enveloppés dans des couvertures douces, emportés avant même qu'elle puisse les retenir. « S'il vous plaît », cria-t-elle dans son rêve. « S'il vous plaît, laissez-moi juste les voir encore une fois. » Elle se réveilla avec un sursaut. La pièce était sombre, à l'exception d'un rayon de lune sur le tapis. Son visage était mouillé. Sa poitrine se soulevait et retombait trop vite. Pendant quelques secondes, elle ne sut plus où elle était. Puis le lit moelleux, les murs silencieux et le confort inconnu de la demeure des Caron lui revinrent. Camille pressa une main tremblante contre sa bouche. Le rêve avait paru trop réel. Le lendemain matin, Madame Françoise la trouva debout près de la fenêtre, déjà habillée, mais inhabituellement pâle. Françoise étudia son visage un instant. « Vous n'avez pas bien dormi ?» Camille essaya de sourire. « C'était si évident que ça ?» Françoise traversa la pièce et posa une serviette pliée sur la chaise. « Ma petite, certaines douleurs ne restent pas cachées, peu importe avec quelle dignité on les porte. » Camille baissa les yeux. La voix de Françoise s'adoucit. « Vous n'êtes pas obligé de tout me dire, mais un jour, ce qu'on enterre trop profondément finit par demander à être entendu. » Pendant un moment, Camille ne dit rien. Puis elle marcha lentement jusqu'au bord du lit et s'assit. « Il y a eu un temps, dit-elle à voix basse, où je croyais que si j'endurais assez, tout finirait par s'arranger. » Françoise tira une chaise et s'assit en face d'elle. Camille joignit ses mains avec force. « Il y avait une personne dans ma vie qui comptait plus que tout, mon petit frère. » Sa voix changea quand elle parla de lui, plus douce et plus blessée à la fois. « Il s'appelle Lucas Brossard. Après la mort de notre mère, j'ai fait tout ce que je pouvais pour bien l'élever. Je m'assurais qu'il mange avant moi. J'ai accepté des travaux que je détestais juste pour qu'il puisse rester à l'école. Je croyais que s'il y arrivait, si l'un de nous y arrivait, alors peut-être que toute cette souffrance aurait eu un sens. » Françoise écouta sans l'interrompre. Camille laissa échapper un souffle tremblant. « Alors, quand le moment est venu pour moi de l'aider, je l'ai fait. J'ai fait un sacrifice qui a changé toute ma vie. » Les yeux de Françoise se plissèrent doucement, non par soupçon, mais par inquiétude. « Et savait-il ce que cela vous avait coûté ?» Camille fixa ses mains. « Pas tout. » Avant que Françoise puisse répondre, un éclat de rire retentit dans le couloir. Les jumelles. Une seconde plus tard, Chloé entra en courant, suivie par Léa d'un pas plus gracieux. « Mademoiselle Camille, » dit Chloé. « Vous pouvez trancher quelque chose ?» Léa dit que les tortues sont plus sages que les chats. Léa croisa les bras. « J'ai dit plus calme, pas plus sage. » Malgré elle, Camille sourit. Chloé grimpa sur le lit sans y être invitée, et Léa resta debout à côté d'elle, un cahier glissé sous le bras.
Leur énergie remplit la pièce si vite que le poids dans la poitrine de Camille s'allégea pendant un instant. Puis son regard tomba sur le cadre photo argenté posé sur la table de chevet. Il contenait une vieille photo de Léa et Chloé bébé, enveloppées dans des couvertures assorties, leurs petits visages paisibles dans le sommeil. Camille tendit la main vers le cadre avant même d'avoir pu se retenir. Ses doigts tremblèrent contre le verre. Quelque chose de vif et douloureux la traversa encore une fois. Léa le remarqua. « Vous allez bien ?» Camille cligna rapidement des yeux et hocha la tête. « Oui, ma chérie. Je vais bien. » Mais alors qu'elle regardait la photo une seconde de plus, des larmes montèrent silencieusement dans ses yeux. Parce que quelque part tout au fond d'elle, une douleur qu'elle avait passé des années à enfuir commençait à se réveiller. La semaine suivante, après que ce souvenir se fût réveillé en Camille, le passé commença à remonter par fragments qu'elle ne pouvait plus garder enfouis. Des années plus tôt, bien avant de mettre un jour les pieds dans la demeure des Caron, Camille Brossard vivait dans un appartement exigu des quartiers sud de Bordeaux avec son petit frère, Lucas. À l'époque, la vie était simple de la manière la plus dure qui soit. Les factures s'accumulaient plus vite que l'espoir. Le réfrigérateur ne restait jamais plein très longtemps, et chaque projet que Camille faisait semblait dépendre d'une seule question. Comment garder vivant l'avenir de mon frère ? Lucas Brossard avait toujours été le plus brillant. Il était vif, ambitieux, et déterminé à devenir avocat. Camille s'était investie dans ce rêve comme s'il avait été le sien. S'il réussissait, croyait-elle, alors peut-être que l'histoire de leur famille ne finirait pas dans la lutte. Un soir lourd et humide, Lucas entra en trompe dans leur appartement, une lettre dans les deux mains. « Camille, dit-il, essoufflé. Je l'ai eu. » Elle leva les yeux depuis la table où elle triait des factures en retard. « Et quoi ?» ?»« L'admission. » Il lui tendit la feuille avec des doigts tremblants. « Le programme de droit à Londres. » J'ai été pris. Pendant un magnifique instant, la joie effaça tout le reste. Camille se leva d'un bond, le serra fort contre elle, et rit avec des larmes dans les yeux. Mais la réalité suivit aussitôt. Les frais de scolarité étaient élevés. Les frais de voyage étaient pires. Et la date limite, tout en bas de la page, ressemblait à une menace. Lucas remarqua le changement sur son visage. « Je sais que c'est énorme, dit-il d'une voix plus basse. Je peux peut-être reporter. » « Non, dit Camille rapidement. Tu as trop travaillé pour ça. » Cette nuit-là, après que Lucas se fut endormi sur le canapé, la lettre toujours dans la main, Camille resta seule dans la cuisine sombre et pria. « Seigneur, murmura-t-elle, je ne sais pas comment, mais ouvre-moi un chemin. » À l'autre bout de la ville, dans un monde très différent, Nicolas Caron faisait face à un autre type de pression. Il était assis dans un bureau privé avec sa mère, Monique Caron, son père, Jean-Pierre Caron, l'avocat de la famille Bernard Delorme, et la docteure Sandrine Vautrin, une spécialiste de la fertilité de confiance qui avait déjà traité des affaires confidentielles pour des familles puissantes. Nicolas avait l'air fatigué avant même que quiconque parle. Jean-Pierre Caron, sévère et attaché aux traditions, joignit les mains sur le bureau. « Tu as des responsabilités, Nicolas. » La mâchoire de Nicolas se crispa. « J'ai déjà des responsabilités. »« Tu portes un nom, dit Monique. Un héritage à préserver. »« Ma femme est morte, répondit Nicolas d'une voix basse et maîtrisée. Cette conversation aurait dû s'arrêter il y a des années. Mais Monique ne s'adoucit pas. « Ton deuil n'est pas la question. L'avenir de cette famille, lui, l'est. » Bernard Delorme s'éclaircit la gorge avec précaution. Il existe une autre option, un arrangement discret. Une gestation pour autrui. Nicolas se rejeta légèrement en arrière, le visage illisible. La docteure Vautrin parla avec douceur. Cela vous permettrait d'avoir des enfants sans contracter un autre mariage. La pièce sombra dans le silence. Nicolas regarda au-delà d'eux un long moment, comme si l'idée même l'écœurait et l'épuisait à la fois. Finalement, il dit, si cela se fait, je ne veux pas savoir qui est la femme. Monique fronça légèrement les sourcils. Nicolas, je suis sérieux, dit-il. Pas de rencontre, pas de nom, pas de complications émotionnelles.
Bernard hocha la tête. C'est possible. Quelques jours plus tard, Camille était assise dans un cabinet médical impeccable en face de la docteure Vautrin, même si à ce moment-là elle ignorait à quel point cette pièce était liée à l'avenir qui l'attendait. Cet arrangement est confidentiel, expliqua la médecin. Si vous acceptez, vous porterez un enfant pour une famille qui souhaite rester anonyme. Camille la regarda, stupéfaite. Vous me demandez de faire quoi? Le chiffre sur le papier devant elle paraissait irréel. Il pouvait couvrir les frais d'études de Lucas, son voyage, ses premiers mois à l'étranger. Son estomac se retourna. C'est trop, murmura-t-elle. C'est votre décision, dit calmement la docteure Vautrin. Cette nuit-là, Camille pria plus longtemps qu'elle ne l'avait jamais fait, et au matin, les mains tremblantes et les larmes qu'elle refusa de laisser tomber en public. Elle signa le contrat. Le même jour, dans un autre bureau de la ville, Nicolas Caron signa le sien. Aucun des deux ne le savait alors, mais ces deux signatures venaient d'attacher leur destin. Quelques semaines après avoir signé le contrat, Camille entra dans une période de sa vie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les rendez-vous médicaux commencèrent discrètement. Analyse de sang, échographie, consignes, formulaires, tout fut géré avec cette discrétion parfaitement maîtrisée qui lui disait que la famille concernée avait de l'argent et du pouvoir. Aucun nom ne fut mentionné. Aucun détail personnel ne fut partagé. On disait simplement à Camille quoi faire, où aller, et quand se présenter. Au début, elle traita cela comme Nicolas l'avait fait, comme un arrangement, comme un sacrifice avec une date limite. Mais la vie a une manière de devenir réelle avant que les gens soient prêts. Un après-midi, après un rendez-vous de suivi, la docteure Sandrine Vautrin étudia le dossier de Camille, puis leva les yeux avec le plus léger des sourires. « Eh bien, dit-elle, j'espère que vous êtes prête pour une surprise. » Camille fronça les sourcils. « Quel genre de surprise ?» La docteure Vautrin tourna légèrement l'écran vers elle. « Vous attendez des jumelles. » Pendant une seconde, Camille oublia comment respirer. « Des jumelles ?» La médecin hocha la tête. « 2 bébés en bonne santé. » Camille regarda l'image, floue, étrange et miraculeuse tout à la fois. Elle avait accepté de porter un enfant, un seul enfant. D'une certaine manière, apprendre qu'elles étaient deux rendait tout cela plus grand, plus lourd, plus sacré. Quand elle rentra chez elle, Lucas était à table, entouré de brochures de voyage et de formulaires en ligne, et son visage s'éclaira dès qu'il la vit. Alors, comment ça s'est passé? Camille resta là un moment, une main posée légèrement sur son ventre. « Ce sont des jumelles, dit-elle. » Les yeux de Lucas s'agrandirent. « Des jumelles. » Puis, presque aussitôt, son visage changea sous l'effet de l'excitation. « Camille, c'est incroyable. Ça change vraiment tout. » Elle remarqua qu'il avait dit « tout, pas pour toi. » Malgré cela, elle sourit faiblement et s'assit. Elle voulait croire qu'au bout du compte, tout cela mènerait à quelque chose de bon. À mesure que les mois passaient, le corps de Camille changeait, mais son cœur aussi. Au début, elle essaya de ne penser en aucune façon à ses bébés comme aux siens. Elle se répétait sans cesse qu'elle aidait une famille. Qu'elle assurait l'avenir de Lucas. Qu'elle faisait ce qu'elle avait accepté de faire. Mais la nuit, quand l'appartement devenait silencieux et que le monde cessait de lui demander des choses, elle posait ses 2 mains sur son ventre et murmurait doucement, « Vous deux, tenez-vous tranquille là-dedans. » Parfois, elle priait pour elle. Parfois, elle chantait, parfois elle restait simplement immobile à écouter le silence étrange et tendre d'un amour en train de naître là où elle s'était juré qu'il n'y aurait que du devoir. À l'autre bout de la ville, Nicolas gardait ses distances avec chaque étape du processus. Chaque fois que Bernard Delorme lui donnait des nouvelles, Nicolas répondait par de brefs signes de tête et des questions pratiques. Est-ce que tout se déroulait normalement? Les médecins étaient-ils satisfaits? Y avait-il la moindre complication? Il ne demanda jamais rien sur la femme. Il ne demanda jamais comment elle se sentait. Pour lui, les émotions restaient dangereuses. Le détachement paraissait plus sûr. Au 7e mois, Camille marchait plus lentement, dormait moins facilement, et sentait chaque mouvement des bébés comme une conversation qu'elle n'était pas prête à voir s'achever. Les appels manqués du travail s'accumulaient.
son dos lui faisait mal, ses chevilles gonflaient. Mais quand les bébés bougeaient, elle souriait, peu importe sa fatigue. Un soir de pluie, elle était assise près de la fenêtre de son petit appartement, frottant doucement son ventre. « Qui que soit votre père, murmura-t-elle, j'espère qu'il vous aimera comme il faut. » Le travail commença 2 mois plus tard. Ce fut long, éprouvant et épuisant. Camille s'agrippa au drap de l'hôpital, pleura, pria, et traversa vague après vague jusqu'à ce que la pièce se remplisse enfin du cri vif et magnifique de nouveau-nés. 2 filles, 2 petites filles. L'infirmière ne plaça les bébés dans les bras de Camille que pour un très bref instant. Juste assez longtemps pour qu'elle voie leur tout petit visage. Juste assez longtemps pour que quelque chose en elle se déchire à jamais. Elles sont magnifiques, murmura-t-elle, les larmes coulant le long de son visage. Puis on les emmena. Camille tendit faiblement les mains vers elle, mais la pièce avait déjà commencé à continuer sans elle. Dans une autre aile du même hôpital, Nicolas Caron reçut la nouvelle en silence. « Vous avez des filles jumelles ?» lui dit Bernard. De retour dans sa chambre, Camille enfouit son visage dans l'oreiller et pleura les bébés qu'elle avait portés, pour lesquels elle avait prié, et qu'elle avait perdus le même jour. 10 ans après le jour où Camille avait accouché, elle se retrouva enfin face à face avec l'avenir qu'elle avait autrefois sacrifié pour protéger. Lucas Brossard avait réussi. Il n'était plus le garçon maigre et plein d'espoir qui étudiait sous la lumière vacillante de la cuisine. Il était désormais un jeune avocat soigné, avec des costumes ajustés, des montres coûteuses et cette assurance qu'on acquiert quand on est accueilli dans des pièces que Camille n'avait jamais même imaginé pouvoir approcher. La première fois que Camille se rendit à son bureau du centre-ville, elle s'arrêta devant l'immeuble de verre et leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. C'est pour ça, pensa-t-elle, que tout cela avait existé. Quand elle entra, la réceptionniste regarda son sac usé, puis ses chaussures, puis revint vers son visage avec un sourire poli qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Je suis ici pour voir Lucas Brossard », dit doucement Camille. La réceptionniste tapa quelque chose, puis prit le téléphone. Un instant plus tard, elle dit « Vous pouvez monter ». Camille entra dans l'ascenseur le cœur battant, non par peur, mais par fierté. Son petit frère avait réussi. Il était devenu l'homme qu'il avait toujours dit qu'il serait. Quand elle entra dans son bureau, Lucas se leva derrière un grand bureau, surpris. « Camille, dit-il en ajustant sa cravate. Tu aurais dû l'appeler d'abord. » Elle sourit quand même. « Je voulais te faire une surprise. » Lucas Brossard avait 28 ans maintenant, il était séduisant, vif, et manifestement à l'aise dans la réussite. Mais il y avait dans ses yeux quelque chose que Camille n'y avait encore jamais vu. De la distance, pas de la fatigue, pas du stress, quelque chose de plus froid. « J'étais dans le quartier, dit Camille. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être déjeuner ensemble. » Lucas jeta un coup d'œil vers la paroi de verre derrière elle, où de jeunes collaborateurs passaient à toute vitesse. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un bon jour. Le sourire de Camille s'amusa. Oh, d'accord. Peut-être un autre jour. Il acquiesça brièvement, déjà en train d'attraper le dossier posé sur son bureau. Oui, un autre jour. Cela aurait dû l'alerter, mais Camille continua à lui trouver des excuses. Il est occupé. Il est en train de s'adapter. La réussite change les emplois du temps. Puis ses appels commencèrent à rester sans réponse. L'argent qu'il avait promis d'envoyer cessa d'arriver. Les messages étaient lus puis ignorés. Les semaines passèrent, puis les mois. Quand Camille parvint enfin à le joindre de nouveau, ce fut uniquement à force d'insister. Ils se retrouvèrent dans un restaurant près de son bureau, un endroit bien trop cher pour qu'elle y entre d'elle-même. Lucas arriva en retard. Camille avait déjà remarqué les gens autour de lui quand il entra. Des hommes en manteau parfaitement coupés, des femmes aux talons impeccables, le genre de monde qui juge la valeur d'une personne en un seul regard. « Lucas », dit-elle quand il s'assit, le soulagement et la blessure se heurtant dans sa voix. « J'essaie de te joindre depuis longtemps. J'ai été occupé, dit-il. Pendant des mois. » Il se renversa légèrement en arrière. « Camille, ma vie est exigeante maintenant. Tout va très vite.
Elle le regarda fixement. Je sais, et je suis fière de toi, mais je suis ta sœur. Quelque chose passa sur son visage. Plus d'agacement que de culpabilité. Tu répètes toujours ça comme si je te devais toute ma vie. Camille cligna des yeux. Quoi? Lucas baissa la voix, mais pas sa dureté. Chaque fois que tu appelles, chaque fois que tu te montres, j'ai l'impression que tu veux me rappeler d'où je viens. Tu devrais te rappeler d'où tu viens, dit doucement Camille. Il n'y a aucune honte à cela. Pour toi, peut-être, répliqua Théoule. Mais moi, je devais sortir de cette vie. Les mots tombèrent sur elle comme des coups. Camille le fixa de l'autre côté de la table, soudain incapable de reconnaître le garçon qu'elle avait élevé. J'ai tout abandonné pour toi, murmura-t-elle. La mâchoire de Lucas se crispa. Et je ne t'ai jamais demandé de me le reprocher toute ma vie. Camille resta parfaitement immobile. Les bruits du restaurant se brouillèrent autour d'elle, les couverts qui s'entrechoquaient, la musique douce, les rires aux tables voisines. Mais en elle, quelque chose était devenu complètement silencieux. Elle se leva lentement. Lucas ne la retint pas. Il ne s'excusa pas. Il ne se leva même pas. Camille prit son sac de ses mains tremblantes et sortit seule du restaurant. Dehors, la ville continuait comme si rien ne s'était passé. Mais pour elle, tout avait changé, parce que la pauvreté l'avait déjà blessée autrefois. La solitude l'avait déjà mise à l'épreuve autrefois. Mais cette fois, c'était différent. C'était une trahison. Avec le visage de la personne qu'elle avait le plus aimée. Et tandis que Camille avançait sur le trottoir bondé, les yeux brûlants de larmes, elle comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu croire. Le frère pour lequel elle avait sacrifié sa vie était devenu un homme honteux de la sœur qui avait sauvé la sienne. Dans les mois qui suivirent le rejet de Lucas, la vie de Camille commença à se défaire morceau par morceau. Au début, elle essaya encore de tout maintenir ensemble. Elle prenait des heures supplémentaires partout où elle pouvait en trouver. Des ménages, de la blanchisserie, du travail temporaire en cuisine, tout ce qui pouvait rapporter assez pour garder de quoi manger et payer un loyer encore accessible. Mais la douleur avait une façon de vider plus que la force. Elle vidait l'attention. Elle vidait l'espoir. Et au bout d'un moment, même les choses simples commencèrent à devenir lourdes. Camille ne dormait plus correctement. Certaines nuits, elle restait éveillée des heures à fixer le plafond, en entendant les mots de Lucas encore et encore. D'autres nuits, elle dormait trop profondément et se réveillait avec des larmes sur le visage sans se souvenir de ce qu'elle avait rêvé. Elle cessa de manger régulièrement, les factures s'accumulèrent, les échéances passèrent. Puis, un après-midi, elle revint à son immeuble et trouva un avis d'expulsion collé sur sa porte. Elle resta là longtemps à le regarder, sans pleurer, sans parler, juste à le regarder, comme si le fixer assez longtemps pouvait transformer une mauvaise nouvelle en malentendu. Ce ne fut pas le cas. À la fin de cette semaine-là, Camille mit les quelques affaires qui lui restaient dans 2 sacs usés. Quelques vêtements, une Bible à la couverture brune fissurée, de vieux papiers qu'elle n'arrivait pas à jeter, et une petite enveloppe contenant des dossiers hospitaliers qu'elle n'avait jamais eu le courage de relire trop longtemps. Après cela, la vie devint une succession d'endroits provisoires. Un centre d'accueil pendant 3 nuits, un canapé prêté pour 2 de plus, un sous-sol paroissial pendant un week-end d'orage, puis de nouveau les rues au grand jour, avec ses sacs à la main et l'air de quelqu'un qui savait encore où elle allait. Bordeaux paraissait différent vu depuis ce côté de la vie. Quand on n'avait nulle part où être, la ville avait l'air plus froide. Les gens vous traversaient du regard plus vite, les portes se fermaient plus facilement, et la fierté, apprit Camille, pouvait laisser une personne affamée bien plus longtemps que la faim ne l'aurait dû. Un mercredi après-midi, après avoir été écartée d'un emploi qu'elle espérait obtenir, Camille s'assit seule devant une petite église de quartier, les épaules tombantes, les chaussures douloureuses, le ventre vide. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment invisible. C'est alors qu'une femme plus âgée sortit de l'église avec un sac en papier à la main. Elle portait une simple robe bleue et avait ce visage si bienveillant qu'il donnait envie de dire la vérité en sa présence. « Vous avez l'air d'en avoir plus besoin que moi, » dit la femme en lui tendant le sac. Camille hésita. « Ça va. » La femme sourit doucement. « Non, ma chérie.
Vous survivez. Ce n'est pas la même chose. Quelque chose se brisa en Camille à ces mots. Elle prit le sac avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait un sandwich, une pomme et une petite bouteille d'eau. Merci, murmura Camille. La femme s'assit à côté d'elle sur le banc. Je m'appelle Sœur Hélène. Camille? Sœur Hélène hocha la tête. Eh bien, Camille, je ne sais pas ce qui vous a mené ici, mais je sais ceci. Dieu vous voit encore. Camille baissa les yeux vers le sac posé sur ses genoux. Parfois, on ne le sent pas. Je sais, dit doucement Sœur Hélène. Mais les émotions peuvent mentir quand la douleur devient trop forte. Ces paroles restèrent en Camille. Cette nuit-là, recroquevillée sous une couverture de refuge, ses sacs serrés contre ses pieds, Camille sortit sa Bible et l'ouvrit avec des mains fatiguées. Elle ne lut pas grand-chose. Ses yeux étaient trop pleins. À la place, elle baissa la tête et murmura une prière si faible qu'elle ressemblait presque à un souffle. Seigneur, je ne sais pas où va ma vie, mais si tu me vois encore, s'il te plaît, ne me laisse pas disparaître. Quelques jours plus tard, la pluie balaya la ville en rafales froides. Camille marchait depuis des heures, trempée, affamée et trop fatiguée pour penser clairement. Elle s'engagea dans des rues qu'elle ne reconnaissait pas, avançant davantage à l'instinct qu'avec une véritable direction, jusqu'à ce que le quartier autour d'elle change. Les routes s'élargirent. Les maisons devinrent plus grandes. Des portails en fer apparurent là où il y avait autrefois de petits perrons. Elle le remarqua à peine. À ce stade, ses jambes tremblaient, et sa vision commençait à se brouiller sur les bords. Finalement, elle atteignit un haut portail noir, se retint au pilier de pierre à côté, puis se laissa glisser lentement jusqu'au sol. La pluie s'adoucit. La rue devint silencieuse, et un bras autour de son sac, la joue contre le bord froid du portail, Camille Brossard ferma les yeux. Au matin, on la trouverait devant la maison de Nicolas Caron. Le lendemain matin, après l'avoir été trouvée devant le portail et conduite dans la demeure, Camille se réveilla dans une vie qui ne ressemblait en rien à celle dans laquelle elle s'était endormie. Pendant les jours qui suivirent, ses forces revinrent lentement. Madame Françoise y veilla. Chaque matin, la gouvernante passait la voir avec du thé, un repas chaud, et cette forme de soin concret qui ne posait aucune question inutile. Elle donna à Camille des vêtements propres, une vraie chambre, et assez de calme pour laisser son corps récupérer. Au début, elle traversa tout cela avec prudence, comme si un seul faux pas pouvait la réveiller d'un rêve et la rejeter dans le froid. Mais ce qui la surprit le plus, ce ne fut pas la chambre. Ce furent les filles. Léa et Chloé avaient décidé, sans consulter qui que ce soit, que Camille faisait désormais partie de leur emploi du temps quotidien. Dès le petit déjeuner, elles étaient à sa porte. En fin de matinée, elle lui demandait si elle aimait les crêpes, les puzzles ou les tournesols. L'après-midi, elles avaient commencé à lui apporter de petits morceaux de leur monde, des dessins, des livres, des questions, de minuscules récits d'école, et des avis sur des choses dont aucun adulte n'aurait pensé qu'elles méritaient discussion. Mademoiselle Camille, dit un jour Chloé en s'installant sur le tapis du salon avec un sérieux dramatique. Si quelqu'un dit qu'il n'aime pas les pâtes au fromage, est-ce qu'on peut encore lui faire confiance? Léa soupira depuis le canapé. Elle pose des questions étranges quand elle aime quelqu'un. Camille Redoucement. Alors j'imagine que je devrais me sentir honorée. Léa, plus calme et plus observatrice que sa sœur, regardait souvent Camille avant de parler. Vous avez toujours su tresser les cheveux? Demanda-t-elle un après-midi tandis que Camille séparait doucement ses boucles. Non, dit Camille. Je l'ai appris en m'exerçant. Sur qui? Camille marqua à peine une pause. Sur moi d'abord, puis la famille. Léa hocha la tête comme si elle classait cette réponse dans un endroit important. Petit à petit, Camille se retrouva à entrer dans des espaces où personne ne l'avait officiellement invitée, mais où l'on avait discrètement besoin d'elle. Elle attachait des rubans avant l'école. Elle rappelait à Chloé de ralentir quand elle lisait les consignes. Elle aidait Léa à organiser ses notes pour une dictée. Elle apprenait aux deux filles à dire merci sans marmonner et à baisser correctement la tête pendant la prière au lieu de regarder en cachette à mi-chemin. Tout cela venait naturellement. Trop naturellement. Un soir, Nicolas se tint près de la porte du bureau et regarda Camille agenouillée près de la table basse pendant que les jumelles faisaient leurs devoirs. Nicolas Caron avait passé des années à mettre de l'ordre dans sa vie. Depuis la perte d'Isabelle,
Il avait appris à tout garder sous contrôle, ses affaires, sa maison, son chagrin. Mais là, c'était différent. Camille ne dominait pas la pièce. Elle l'adoucissait. Et d'une certaine manière, les filles l'écoutaient d'une façon dont elles écoutaient rarement le personnel de maison. Chloé leva son cahier. Je ne comprends pas cette partie. Camille prit le crayon. D'accord, regardons ça ensemble. Quelle est la première chose que la question demande? Chloé fronça les sourcils devant la page. De me faire souffrir. Léa gloussa. Même Nicolas faillit sourire. Plus tard ce soir-là, quand les jumelles furent montées à l'étage, Camille était dans la cuisine à rincer une tasse de thé lorsque Nicolas entra. Vous les aidez beaucoup, dit-il. Camille se retourna. J'espère que cela ne vous dérange pas. Pas du tout, répondit-il. Elles ont l'air plus légères. Camille baissa les yeux. Ce sont de bonnes petites. Oui. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Puis Camille dit doucement. Elle remarque plus de choses qu'on ne le croit. Nicolas la regarda attentivement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce sont des enfants, dit Camille, mais ils peuvent quand même sentir quand une maison porte du chagrin. Son expression changea à peine. Camille se demanda aussitôt si elle n'était pas allée trop loin. Je suis désolée, je ne voulais pas. Non, dit Nicolas, la voix plus douce qu'à l'ordinaire. Vous n'avez pas tort. Le silence qui suivit n'avait rien de gênant. Il était honnête. Et quand Camille quitta enfin la cuisine, Nicolas resta là où il était, une main posée légèrement sur le plan de travail, parce que pour la première fois depuis longtemps, ses filles riaient davantage. La maison était plus chaleureuse, et d'une certaine façon, sans le chercher, Camille Brossard était devenue une part des deux. Et c'est ici que cette partie de l'histoire s'arrête. Ce que Camille a traversé n'était pas seulement de la douleur. C'était du sacrifice, de la trahison, du silence, et de la survie. Elle a abandonné plus que la plupart des gens ne pourraient jamais le faire. Et à la fin, la personne même pour laquelle elle a souffert est devenue honteuse de l'endroit d'où elle venait. C'est ce qui rend cette histoire si douloureuse. Son frère n'a pas seulement oublié la lutte. Il a oublié la sœur qu'il a portée à bout de bras. Et cela nous laisse avec de vraies questions. Lucas avait-il raison d'une manière ou d'une autre? Ou ce qu'il a fait était-il simplement cruel? Si vous étiez à la place de Camille, accepteriez-vous un jour de laisser revenir dans votre vie un frère comme celui-là après tout ce qui s'est passé? Pourriez-vous lui pardonner? Ou ce genre de trahison fermerait-il la porte pour toujours? Et voici une autre question encore plus profonde. Porteriez-vous un enfant que vous savez peut-être ne jamais revoir, simplement pour aider votre frère à réussir? Feriez-vous un tel sacrifice si cela signifiait changer l'avenir de quelqu'un d'autre tout en vous brisant le cœur? Cette histoire nous rappelle aussi que la bonté compte. Le chagrin change les gens et les enfants sentent souvent des vérités que les adultes essaient de cacher. Camille est arrivée brisée. Nicolas vivait brisé. Et d'une certaine manière, ces chemins brisés les ont menés dans la même maison pour une raison. À mes yeux, Camille est l'un des personnages les plus forts de cette histoire. Pas parce qu'elle n'est jamais tombée, mais parce que la vie n'a cessé de l'écraser et qu'elle est restée douce malgré tout. Et ce genre de force est rare. À votre place, après un tel sacrifice et une telle trahison, est-ce qu'on peut encore ouvrir la porte à quelqu'un qu'on a aimé comme un enfant?